Le département du Val-de-Marne s'est engagé à mener des actions pour faciliter et encourager la participation des enfants et des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance. C'est pourquoi, depuis 2023, la Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse, dite DPEJ, a mis en place une dynamique pour donner aux enfants les moyens d'agir et de garantir leurs droits. En effet, la prise en compte de l'opinion des enfants confiés est un droit fondamental. En 2025, l'expression des enfants et des jeunes s'est faite à travers une série d'ateliers appelés « Ta parole compte ». La DPEJ a pu bénéficier de l'accompagnement de l'Association d'éducation populaire PEP 94 et du collectif artistique Contreplaqué. Ces ateliers, auxquels ont participé des enfants et des jeunes confiés vivant soit au sein de foyers, soit en famille d'accueil, ont permis la réalisation d'un podcast que nous sommes fiers de vous présenter ici. La DPEJ voulait que ces jeunes soient toujours plus actrices et acteurs en réalisant ce podcast. L'idée étant de permettre aux enfants et aux jeunes de s'exprimer, de leur faire découvrir un média et que leurs paroles soient entendues par le plus grand nombre. Ce que vous allez entendre a été imaginé par les enfants et les jeunes confiés à la Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse. Le temps de 4 ateliers, ce sont 61 jeunes âgés de 7 à 20 ans, répartis en 3 groupes avec des envies différentes. Certaines et certains voulaient faire du théâtre, d'autres voulaient réaliser un micro-trottoir, le tout encapsulé dans une émission de radio fictive qu'elles et ils ont décidé d'appeler Mex Radio. Bonne écoute! Chères auditrices, bonjour et bienvenue sur Mex Radio, la radio des maisons d'enfance à caractère social. Je suis Constance, votre présentatrice. Notre premier sujet concerne le tribunal des enfants. Avant d'en parler autour du plateau, nous allons vous diffuser une captation d'une scène de théâtre interprétée par des enfants du Val-de-Marne qui improvisent les scènes qui ont lieu quotidiennement dans un tribunal pour enfants. Bonjour, je suis le juge Simonet. Je m'appelle Léon, j'ai 14 ans, je vis en famille d'accueil. Je m'appelle Madame Loangas, maître Loangas, et je suis maître depuis 6 ans. On est là tous ici aujourd'hui pour parler de Monsieur Léon Chaise, qui est là aujourd'hui parce que sa mère le maltraitait et la cause de cette maltraitance est un problème psychologique et son père ne veut pas le reprendre car il ne l'aime pas. Je donne la parole à Léon Chaise. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est mieux que je reste en famille d'accueil actuellement. Depuis maintenant 11 ans, je suis en famille d'accueil. Je donne la parole à Madame Loangas. Et j'aimerais qu'il rentre chez lui au lieu d'aller en foyer ou encore en famille d'accueil. Même si sa mère a un problème psychologique, pour moi ce serait le plus important pour lui qu'il rentre chez lui. Mais Madame Loangas, pouvez-vous comprendre que son père ne veut pas de lui? Si son père voudra de lui à un moment, je lui rendrai à la famille. Il n'y a pas de problème. Le seul problème qu'il y a, c'est son père qui ne veut pas de lui. Si sa mère n'a pas de problème psychologique. Si elle en a un, c'est justement prouvé par des psychologues. Et elle a des médicaments pour garder sa colère et le reste. Du coup, on ne peut pas le rendre à sa mère et son père ne voudrait pas. Ni ses grands-parents. Ses grands-parents, désolé de le dire, Léon, devant tout le monde, mais ses grands-parents sont morts, Madame Loangas. Donc, on ne peut pas le rendre à ses grands-parents. Même pas Satachi. Puisqu'on peut pas on peut pas le rendre à des cadavres. Donc, pour l'instant, ma décision se passe vers le maintien de classement. Moi, je pense qu'il faudra qu'il reste en famille d'accueil. En foyer, on va le frapper ou le harceler. Et moi, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Il est très bien en famille d'accueil et il le restera jusqu'au moment où son père ou sa mère arrêtera de faire comme si c'était bizarre d'avoir un fils. Sa mère, elle n'a pas fait exprès d'avoir un problème si. Son père, c'est sa décision. Certes, il pourra se faire taper en foyer, mais il y a des éducateurs là-bas. Et moi, je pense qu'il pourrait partir de famille d'accueil, puisque je pense que ça serait mieux pour lui d'aller en foyer. Puisque maintenant, ça fait 11 ans qu'il est en famille d'accueil, et j'ai bien observé, par rapport à des rendus des parents, qu'il était pas sale, des bêtises, qu'il n'arrêtait pas de fuguer, qu'il volait tout, qu'il faisait n'importe quoi. Maintenant, je donne la parole à Léon Chaise. Moi, je préfère rester en famille d'accueil, même si, j'avoue, je fais de bêtises. Très souvent. Oui, mais tu vois, Léon, je ne peux pas te remettre en famille d'accueil, car par les rendus des parents, j'ai entendu qu'ils n'en pouvaient plus. Donc, je ne peux pas te laisser là-bas. Donc, je serai obligée de te mettre dans une autre structure. Je donne la parole à Madame Loangas. Léon, tu te rappelles pas la fois qu'on a eu? Il était tellement triste d'être en foyer. Il a été à l'hôpital, blessé, harcelé, insulté, tiré, arraché les cheveux.
Et moi, je ne veux pas que ça lui arrive le même malheur. Je sais qu'il fait des bêtises, mais moi, je pense qu'il ne faisait pas de bêtises chez lui. Je pense qu'il en fait juste parce qu'il veut rentrer chez lui. On a constaté par les voisins, par la police et par plein d'autres que il se faisait maltraiter. Son père aussi le frappait en toute conscience puisqu'il faisait beaucoup de bêtises. Donc je n'accuse pas Léon, mais je dis qu'il faudrait qu'il reste au moins quelques mois, maximum des ans, dans une autre structure fermée. Donc ma décision est que tu resteras placé, mais cette fois, tu iras au foyer de Sucy avec des gens de ton âge. C'est un peu comme une école privée, tu verras, c'est bien. Et tu auras des suivis par la psychologue. Vous êtes bien de retour sur Mex Radio. Léo, pour réagir à cette captation et pour répondre à nos questions, vous interrogerez aujourd'hui 2 spécialistes. Tout à fait, Constance. En face de moi se trouvent Tesnim et Kélia, toutes expertes en juge des enfants. Bonjour Léo. Bonjour, merci pour l'invitation. Tout d'abord, une question pour vous, Tesnim. En tant que juge des enfants, à votre avis, quelles sont les qualités qui permettent de réussir dans votre métier? Il faut que les juges des enfants se mettent à la place des enfants. Il faut qu'ils aient confiance en eux, même en tant qu'adultes. Merci Tesnim de cette réponse très intéressante. Kélia, vous êtes davantage spécialisée dans les risques liés au métier de juge pour enfants. Justement, selon vous, quels sont ces risques? Le risque qu'il peut y avoir est qu'en mettant des enfants au foyer, les parents souvent peuvent ne pas être d'accord et devenir très violents et agressifs. Merci pour vos réponses. À bientôt. Au revoir. Merci Léo. Afin d'introduire le 2e sujet du jour, on vous propose d'écouter un micro-trottoir réalisé par des jeunes du Val-de-Marne et qui ont posé des questions à d'autres jeunes en foyer ou en famille d'accueil, mais aussi à des professionnels de l'ASE et de la DPEJ. Écoutons ce qu'ils pensent du suivi et de l'orientation scolaire et professionnelle au sein de l'ASE. Comment accompagnez-vous les jeunes dans leur quotidien? En tant que mon assistant familial, donc qui sont chez moi donc 24/24. Alors donc je l'accompagne à tout ce qui concerne leur scolarité, santé, sécurité, tout ce qui est danger, on leur apprendre un petit peu tout ce qui est dangereux ou pas dangereux, est-ce qu'on peut y aller, on peut pas y aller, leurs devoirs, et j'insiste, donc tous les soirs quand ils rentrent, donc on va voir avec eux pour les devoirs, on les aide, puis voilà. Comment accompagnez-vous les jeunes dans leur orientation? Alors, sur la question de leur orientation, les jeunes qui sont accueillis à l'accueil familial, ils vivent dans des familles d'accueil et chez des assistants familiaux. Donc, une partie de l'accompagnement qui est fait des enfants ou des jeunes qui vivent chez des assistants familiaux est effectuée par les assistants familiaux au sein de leur famille. Et par ailleurs, au niveau de leur orientation, c'est aussi suivi par les référents de l'aide sociale à l'enfance. Alors, de ma place, je les accompagne pas vraiment au quotidien parce que je suis pas proche d'eux. Après, moi, je suis garant du projet en fait de chaque enfant qui m'est confié sur mon territoire. Donc, avec l'aide des éducateurs et des professionnels qui entourent le jeune, on essaye d'affiner, de dessiner le projet le plus adapté sur le long terme pour l'enfant accueilli. Quel obstacle rencontrez-vous? Mon obstacle, c'est sur l'insertion des jeunes. C'est le fait que j'ai l'impression que les jeunes, ils ne comprennent pas forcément les ressources qu'on peut leur apporter. Comment éviter les sorties d'âge sans suite? Un mineur, quand il est placé, c'est parce qu'il a besoin d'aide. Donc dès qu'il a besoin d'aide, les professionnels ils sont là pour absorber la période difficile. Parce que souvent, quand un enfant arrive, en tout cas pour moi en urgence, il est en période très difficile, en période de crise. Donc nous, on va l'aider à passer cette crise. Et puis après, les choses, elles lui appartiennent aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il se saisisse du placement, qu'il profite pour vraiment travailler sa scolarité, faire des recherches d'insertion s'il est en insertion. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de sortie sèche. Les sorties sèches, ça arrive quand des enfants sont trop souvent absents des structures, ne s'inscrivent pas dans la protection et du coup n'ont pas pu être aidés. Et c'est plutôt rare, les sorties sèches. Est-ce que c'est compliqué d'être éducateur? On dit que le métier d'éducateur, c'est un métier impossible. Mais en vérité, moi, en tout cas, ce que j'aime dans ce métier, c'est le fait qu'on a une obligation de moyens. Ça veut dire qu'en gros, on va tout faire pour essayer de transmettre quelque chose, d'accompagner au mieux, de faire le plus possible. Mais par contre, on sait pas si ça va fonctionner. C'est comme un défi. Alors, première question, ça fait combien de temps que tu es au foyer? Ça fait 5 mois que je suis placée. Avant, j'étais au foyer de Sucy et maintenant, je suis au foyer de Brie.
Dans mon foyer Léopold Bélan, ça fait 4 mois, mais en tout, ça fait depuis 2021. Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu notes ta prise en charge? Sur mon foyer Brie-sur-Marne, j'aurais mis 6. Je dirais 8, puisque déjà, c'est tout petit par rapport à celui-ci. Et les éducs qui sont plus stricts qu'à celui-ci. Je mettrais 7 parce que je trouve que c'est bien. Après, il y a quelques défauts encore parce que c'est normal, je suis dans un foyer et c'est normal. 5, je dirais, vu qu'ils sont quand même bien. Je noterais 10. 8,5 parce qu'en fait, il y a des éducateurs au foyer qui sont pas trop à notre écoute et du coup, c'est ça qui me dérange un peu. Justement, c'est quoi les points positifs et les points négatifs? Positif, ils nous aident beaucoup quand on est triste ou quoi, et quand on a besoin de parler, on parle, mais quand on a besoin d'un éducateur pour parler, soit ils sont pas disponibles, soit ils ont pas le temps, tout ça, et c'est ça qui... Les points positifs, c'est qu'on rigole bien et que les éducateurs, ils sont à notre écoute, mais pas trop. Et le point négatif, c'est que les règles ne me plaisent pas trop. On a moins de liberté dans mon foyer et sans dire vulgairement, je n'aime pas. Une fois, ça me mangeait trop et ça me saoule. Point positif, ça m'aide à rester un peu autonome. Ça m'apprend à rester autonome. Et point négatif, c'est que je vois pas ma famille et ça manque. Les points un peu positifs, on peut manger quand on veut et on peut faire des sorties libres. Et les points négatifs, c'est que les éducateurs, ils sont un peu méchants et que quand on fait des bêtes de veillée, on est à chaque fois puni de veiller, alors qu'on devait faire des bêtes de veillée pourtant. Alors comment ça se passe quand on est dans un foyer? Ça se passe différemment et je trouve que c'est mieux comme ça parce que avant j'étais souvent seule, ça a changé et je préfère ça. Ça se passe plutôt bien, à part qu'il y a peut-être des enfants violents et c'est ça qui me tracasse un petit peu. Avec les jeunes, on a des querelles, mais c'est marrant, rigoler, on aime bien. De temps à autre, on se dispute comme tout être vivant et aussi on rigole, on joue au foot, on va au collège à pied. Et moi, ça me plaît. Mais ça me plaît ce genre de vie, mais pas dans un foyer. Là, je me sens à l'aise. Mais sinon, quand je rentre, j'ai pas trop envie de rentrer, quoi. J'aime rester, quoi. Parce que c'est nul, quoi. C'est un foyer, quoi. T'as pas tes vrais parents, quoi. Moi, j'ai envie d'avoir mes parents. Ouais, justement, est-ce que c'est difficile d'aller en foyer? Au début, oui. Et quand t'en as vraiment marre, oui, ça devient de plus en plus difficile. Surtout quand t'as des sorties en général. Il y a peut-être des choses là-bas qu'on peut pas faire parce qu'on est au foyer et qu'il y a des autres personnes qui sont pas au foyer peuvent faire. Et du coup, c'est ça qui nous met un petit peu à l'écart. Parce que en fait, il y a pas tout le monde qui sait qu'on est au foyer. Du coup, après, ça peut être tracassant que y a des élèves ou des personnes de l'école nous demandent t'es au foyer. Je savais pas. Et du coup, c'est un peu dérangeant. Voilà. Ça nous fait, quand on vient d'arriver, ça nous fait tout nouveau. Du coup, c'est un peu, comme nous on peut le dire, c'est un petit peu la honte en fait. Voilà. Non, c'est pas trop difficile, mais j'essaye de pas trop y penser, quoi. Ça va, en vrai, ça se passe bien. L'ambiance est bien, mais il y a certains enfants qui sont un peu méchants avec moi. Ça se passe bien ou parfois pas bien? Il y a beaucoup de choses qui changent. C'est-à-dire qu'on est dans un lieu, on n'est pas sûr de rester toute sa vie, on va dire. Donc il y a un peu cette instabilité-là, on n'est pas sûr de pouvoir rester à un endroit. Il n'y a pas forcément un sentiment de sécurité tout le temps non plus. Et donc ça peut être assez compliqué. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de points positifs. Généralement, c'est toujours dans un contexte assez difficile que ça se met en place. C'est-à-dire que il peut y avoir des situations familiales assez compliquées. Et du coup, on choisit rarement d'aller en foyer. Mais c'est assez difficile. Mais quand on est bien entouré et qu'il y a une bonne équipe derrière, ça se passe mieux. Vous êtes toujours sur Mex Radio. Je crois que ce micro-trottoir a inspiré quelques questions à notre journaliste. Commençons par Laurette. Vous êtes en présence de Madame Emen. Bonjour. Oui, en effet. Je suis au centre socio-culturel Madeleine Ribério, en compagnie de Madame Emen, directrice d'une MEX. Bonjour, donc je suis Madame Emen. Je suis directrice d'une maison d'enfants à caractère social, donc la MEX Germaine qui se situe à Nogent-sur-Marne et qui accueille 36 enfants âgés de 4 à 14 ans. Est-ce que la semi-autonomie est envisageable dès l'âge de 15 ans? Alors ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si la semi-autonomie, elle peut se définir à un âge. Il y a des enfants peut-être à 15 ans qui seront assez autonomes pour accéder à la semi-autonomie, tandis que d'autres auront encore besoin d'être accompagnés dans un collectif pour apprendre encore à grandir, à être rassurés. Donc je ne dirais pas oui et je ne dirais pas non.
Selon Santé publique France, il ne faut pas forcer un enfant à manger ce qu'il ne veut pas. Pourtant, certains jeunes en foyer disent que ça peut leur arriver. Comment mieux sensibiliser les éducateurs aux bonnes pratiques ? Alors ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il faut forcer les enfants ? Je ne pense pas. Il faut, je pense, les accompagner en tout cas à goûter, parce que ça fait partie du travail des éducateurs pour développer le goût des enfants et que les enfants sachent ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Parce que parfois, ils peuvent dire non et ils n'ont jamais goûté. Par contre, forcer non, on peut mettre des formations, peut-être avec les maîtresses de maison, peut-être avec des cuisiniers qui viennent et qui nous donnent des astuces pour faire de nouvelles recettes. En tout cas, effectivement, il faut qu'on puisse accompagner les éducateurs. Comment améliorer l'image des foyers auprès du public puisqu'il peut exister un sentiment de gêne chez certains jeunes à l'idée de l'évoquer ? Je pense qu'il faut que peut-être les mecs puissent ouvrir leurs portes, peut-être aux partenaires, aux associations, peut-être aux particuliers pour montrer comment ça se passe et que les foyers, c'est pas forcément ce qu'on voit à la télé et que de la maltraitance et qu'il y a aussi de très beaux projets et qu'on prend aussi soin des enfants dans ces établissements-là. Donc peut-être qu'il faut ouvrir les portes des mecs. Merci pour cette interview très intéressante. Pour aller un peu plus loin, Riyad va interviewer une élue du Val-de-Marne. Bonjour Riyad. Bonjour, merci Constance. Tout à fait, je suis avec Madame Segui. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis vice-présidente au département du Val-de-Marne, en charge de la protection de l'enfance et de la jeunesse. Peut-on imaginer d'éviter de changer de lieu de vie trop souvent ? Et si oui, comment ? C'est une question importante, mais c'est le sens même de la protection de l'enfance. Quand les jeunes ont des difficultés, on les sort du contexte qui est difficile pour eux et ces enfants, ces jeunes sont placés provisoirement, on les écoute, on les accompagne et ensuite il y a vraiment une décision pour que ces jeunes sortent de l'accueil d'urgence pour aller vers des accueils plus pérennes, c'est-à-dire des foyers ou des familles, parce que ça peut être aussi ça, dans lesquels ils vont être au bon endroit pour éviter justement qu'ils puissent aller de site en site et de ne pas avoir une situation stable. Mais pour ça, il est important aussi que les jeunes travaillent avec les éducateurs au moment où ils sont accueillis pour qu'on définisse bien l'endroit qui est le plus propice et le plus favorable pour eux. Y a-t-il des solutions pour éviter la déscolarisation des jeunes quand ils changent de foyer ? Bien sûr qu'il y a des solutions. Alors, elles ne sont pas miracles, les solutions. Elles sont mises en place, bien sûr, toujours pour accueillir au mieux les jeunes de la protection de l'enfance, pour éviter des ruptures, et notamment la rupture scolaire. Donc, tout cela, même en foyer d'urgence, il y a le dispositif Anacourt, et quand ils sont dans des foyers où là, ils sont pour plus longtemps, bien sûr, il y a tout un dispositif, je pense notamment au dispositif Réagis. Ça, c'est l'accompagnement au quotidien pour que la scolarisation se poursuive. Donc voilà, donc tout ça est vraiment quelque chose qu'il faut travailler pour savoir quelle est la meilleure solution pour que justement, il n'y ait pas cette rupture. Comment faire face au manque d'effectifs parmi les éducateurs ? Un vrai problème qui ne dépend pas forcément toujours du département, parce qu'aujourd'hui, le travail, si je puis dire, d'éducateur pose beaucoup de questions. On a beaucoup moins de candidats qu'il y a eu un certain temps, donc il faut travailler pour rendre ce travail, cette mission importante et attractive pour que nous ayons des candidats. Certains jeunes se sentent parfois enfermés avec d'autres jeunes qui peuvent rendre la vie en foyer difficile. Comment apporter la sérénité en foyer et quelles réponses apporter à ces jeunes qui ont des problématiques particulières ? Alors c'est une question de fond, c'est une question très importante. Parce que quand un jeune arrive d'abord dans les foyers provisoires, c'est qu'il y a véritablement des problèmes, bien évidemment. Et donc ces jeunes, ils sont plus ou moins, je dirais, déjà fragilisés par leur vécu. Donc qui dégagent à la suite de cela de la violence, souvent, de l'incompréhension, d'un repli sur soi-même, et qui fait que, suivant les enfants, il y a des jeunes, c'est plus facile, et puis il y a des jeunes où c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a d'abord un temps où il faut bien travailler avec le jeune, voir ce qui l'inquiète, ce qui provoque. Et dans ces cas-là, il y a tout autour de ces jeunes, toutes les structures, avec bien sûr les éducateurs, les psys, etc., pour les aider. Notre travail, c'est de les sortir de la violence, les sortir de ces difficultés, et pour qu'ils aient une vie
je dirais, comme tout le monde. Mais là, l'arrivée dans un foyer, je dirais pour une courte période, en urgence ou après, eh bien c'est un long chemin pour que chacun retrouve la sérénité et puisse avancer dans la vie. Mais on y arrive. Mais voilà, c'est une évidence quelque part et on en est absolument conscient. Enfin, le département en est conscient. Bravo aux jeunes qui ont participé à la création de ce podcast. Annie Lénie, Adama, Aïcha, Alicia, Ambre, Amine, Angèle, Belmel, Cécilia, Chloé, Cindy, Constance, David, Demba Junior, Janelli, Dorian, Eliès, Esther, Ethan, Falikou, Geoffrey, Hamza, Awa, Horacio, Inza, Irfan, Ivy, Jessica, Kaina, Kaïs, Kelly, Kélia, Kenza, Kira, Lamis, Lancelot, Laurette, Lorinda, Léo, Lady, Loudama, Mahamadou, Kali, Malika, Mariam, Mathieu, Mawa, Miguel, Mohamed, Nour, Noura, Oumar, Passoun, Ranine, Riyad, Salimata, Shekina, Soulé, Tesnim et Yuba. Et merci aux professionnels de la protection de l'enfance en Val-de-Marne, à PEP 94 et à Contreplaqué.